Ces rameurs ne font pas que remonter les cours d'eau, ils remontent aussi le temps. Pendant 10 jours, ils parcourront 180 km le long de la route des Fourrures qui reliait autrefois la baie du Thon à Montréal. Donc cette année, on a décidé de refaire une section de la hauteur des terres jusqu'à Fort-Témiscamingue sur la route traditionnelle des Fourrures. Ces canotiers québécois et franco-ontariens sont partis de la région de Rouyn-Noranda, un endroit à partir duquel les eaux commencent à couler vers le fleuve Saint-Laurent. Leur voyage se terminera près de Ville-Marie, au Témiscamingue. Chaque année, les voyageurs font une grande sortie et cette fois, ils ont opté pour une route que plusieurs personnages importants de l'histoire de la Nouvelle-France ont empruntée dès 1660. Médard, Chouard, Desgroseilliers auraient passé ici, sur ce site-ci. Ça, c'est le beau-frère de Radisson, là. Exactement, qui était parmi ceux qui ont les instigateurs et les premiers à la base de la Compagnie de la baie du Thon. Oui, entre autres, le chevalier de Troyes avec Pierre Lemoyne d'Iberville, qui était venu débouter les Anglais à la baie James en 1686. Les voyageurs de 2003 feront 10 arrêts dans des communautés situées le long du trajet. Les rameurs se transformeront alors en animateurs de foule. On parle de la vie des voyageurs, on va présenter c'est quoi un canot, les ballots qui transportaient, en tout cas. Ils voyageront à bord de Rabasca, ces grands canots capables de transporter plusieurs personnes, mais qui demandent plus d'efforts aux rameurs. Et, ça va quand même vous permettre de brûler quelques calories, ce voyage-là. Oh, définitivement. Mais on a de la bonne bouffe et puis on est bien reçu par ces communautés-là, de telle sorte que je crois bien qu'on va survivre jusqu'au 26 juillet. De toute façon, ils en ont vu d'autres, tout comme la route qu'ils vont emprunter. Francis Labbé, Radio-Canada, le long de la route des Fourrures. Aucune idée. Non. Un animal? Un remusqué? Non. Un rabasca, c'est pas un bateau? Effectivement, un rabasca est un canot pouvant accueillir entre 8 et 20 personnes. Au 17e et 18e siècle, ces canots étaient utilisés comme moyen de transport pour effectuer la traite des fourrures. Ils sillonnaient les lacs et les rivières du Canada pour pratiquer leurs activités commerciales de l'époque. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. On a décidé de rejouer, retracer l'histoire de la route des Fourrures qui passait ici, parce qu'ici, c'était, si on veut, le grand chemin avant. Les gens partaient de la Chine, montaient la marchandise et redescendaient vers la Chine avec la fourrure. On en a parlé du projet. Jeudi matin, avant qu'on parte, je me suis dit, ça y est, j'étais tanné d'en parler, j'avais hâte de le vivre. Hein. Parce que c'est tout un défi. Moi, je suis pas quelqu'un qui est manuel, puis là, j'étais en train de partir avec mon aviron, puis je me suis rendu jusqu'à Sutton Bay après, je sais pas combien de journées, parce que je sais même plus quel jour qu'on est rendu. On n'a pas de montre, on n'a pas rien, on se lève, on mange, on part, c'est ça qu'on fait. On est arrivé en canot, on appelle ça, c'est une rabasca, parce qu'elle mesure 26 pieds. Comparément aux petits canots d'habitude qui ont 2 places, celui-là a plusieurs places. Aujourd'hui, on était 6 avironneurs. Vive la compagnie! Vive la, vive la, vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive la vie! Vive la compagnie! On est l'association de canot camping du lac Témiscamingue. Notre association existe depuis 1991. Et depuis cette année-là, on a toujours personnifié le voyageur au Fort Témiscamingue. Alors cette année, on a décidé de vraiment le faire, le voyageur. N'avec moi d'enfant, la destinée, la rose au bois. N'avec moi d'enfant, n'avec moi d'enfant. On fait un petit bec de canot, on se repose ensemble. On profite du vent, on profite de l'inertie du canot. Il continue à avancer gentiment sur les flots et on en profite pour une pipée. Alors originellement, on s'allumerait sa pipe puis on aurait droit de fumer un petit peu. Le voyageur était vraiment autonome. Il avironnait 16 à 18 heures par jour, partait à bord du jour, se couchait quand il faisait tard, partait de bien bonne heure et vers les 8 heures, prenait son déjeuner qu'il avait chauffé sur le poêle, sur le feu, je veux dire, la journée d'avant. Ensuite, les canots d'écosse étaient très fragiles. Il fallait, à chaque fois qu'on arrivait au feu, on faisait un feu, on faisait chauffer de la résine.
puis il faut les coller les trous pour qu'on puisse continuer. Alors c'était très pénible. La pression de l'eau, la force de l'eau, c'est la même force que il y a 300 ans. Donc c'est sûr et certain que je peux apprécier c'est quoi les voyageurs faisaient dans le temps. C'est pas facile parce qu'on est parti avec la pluie, le vent, on a eu toutes les couleurs. Je savais pas beaucoup avec nous. Nous nous enquîmes du pourquoi de leur visite et nous pûmes découvrir qu'ils transportaient des fourrures sur le lac aux eaux profondes jusqu'au détroit au bas du Juan. Parmi nos personnages, nous avons James Cameron, le chief trader qu'on est allé chercher au fort d'Abitibi, qu'on emmène à Fort Témiscamingue. On montre c'était quoi le troc. Si on prend l'exemple, la Chine, Fort Témiscamingue, 25 jours, 25 portages, si tout allait bien, si on avait le vent dans le dos. C'était ça qu'on faisait, on ramenait la marchandise pour troquer et on repartait avec les fourrures. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. C'est la fin du voyage aujourd'hui. Et puis, les gens de Deliberate vont nous accueillir, on les voit, ils arrivent, là. Oh, quelle expédition, quelle expédition. Bonjour, bonjour. Oh, les belles créatures. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. C'est ça le bonheur, on le vit. Il y a deux façons de voir l'histoire. Ou bien on la vit, ou bien on l'écrit. Fort Témiscamingue. 10 voyageurs parcourent 177 km et demi sur la route des fourrures empruntée pendant de longues années par nos ancêtres. Avant de débuter cette aventure, nos voyageurs ont monté un campement à Arnfield où ils ont pu faire la fête et selon les dires d'un d'entre eux, la nuit a été plutôt courte. Écoutons Jean-Claude Carrière. Puis Jean-Claude, est-ce que tu peux nous dire tes impressions avant le départ ce matin? Avant le départ, la nuit a été pas mal blanche. Je suis sûr que la nuit prochaine, on va dormir. On va avoir à l'ironie toute la journée, là, puis avoir fait nos présentations. Mais j'ai bon espoir, il n'y a pas de vent, ça a l'air éclairé. Ce jour-là, aujourd'hui, est-ce que vous avez hâte au départ? Oui, parce que c'est là que tu es vraiment dans l'action. Enfin, tu plantes ton aviron, puis là, tu pars. Ah oui? Est-ce que vous avez un message à envoyer aux gens de Fort Témiscamingue, parce que le message va arriver avant vous? Aux gens de Fort Témiscamingue? Préparez le café, on s'en vient. Puis le rhum. Et les créatures. Et les créatures. C'est Anguille ajoute les créatures. Le 18 juillet, c'était le départ en direction de la baie Solitaire à Relais où certains voyageurs en ont profité pour se reposer un peu avant de festoyer avec les résidents de l'endroit. Le lendemain, après un bon petit déjeuner, les voyageurs ont repris leur rame le long de la rivière Solitaire jusqu'à Rimini. Encore une fois, une foule était rassemblée pour accueillir les voyageurs. L'ambiance était à la fête et le souper méchoui, autant que la soirée en compagnie des voyageurs, ont été bien appréciés de la centaine de personnes présentes. Au jour 3 du voyage, les voyageurs partaient de Rimini vers Anglier avec une halte à la pointe Carmiel et une autre à la pointe Maurice, pour un total de 24,7 km avant l'arrivée à Anglier. Peut-être était-ce la fatigue ou encore l'excitation du départ, mais un fait cocasse a bien fait rire les voyageurs au départ de Rimini. Un d'eux a été laissé sur la berge, comme le prouvent ces images. Il va sans dire que les voyageurs ont dû rapidement reprendre leurs esprits pour la traversée des rapides de Rimini. L'un des voyageurs, Mario Trudel, nous explique comment ça s'est passé. Chacun analysait ça à sa façon. Nous, on disait vers le centre, on voyait un bon filon d'eau passer, puis on ne va pas briser nos embarcations non plus. On ne va pas frapper des roches. Puis
Puis il y a une autre équipe, eux autres, qui préféraient contourner dans le côté, puis ressortir vers le centre du rapide. Finalement, chacun a fait à sa Ouais, tête. finalement, c'est ça. C'est à l'avant et à l'arrière de décider quel va être le chemin qu'on utilise. Et nous c'était bien, puis eux autres aussi, c'était bien. Eux autres, ont frappé peut-être plus le fond un peu que nous. Nous, on avait un peu plus d'eau. Mais nous, on a frappé aussi une petite roche qui nous a fait oh, ça vient descendu. Mais l'eau est pas seulement en haute cette année, parce que d'habitude, ça n'aurait pas descendu. Non. Y en a-tu qui avaient peur? Non, je crois pas. Non. C'est pas ça, c'est rien, ça. Là. Nous, on a fait des expéditions vraiment, à l'occasion, c'est vraiment... Là, on va l'analyser, on va même au centre, on lance des roches pour voir la profondeur de l'eau. On va les lire, puis ordinairement, on ne prend pas de chance non plus, parce que on n'est pas là pour trouver quoi que ce soit. Là. On est là pour avoir du plaisir. Puis... Le soir même, l'arrivée à Anglier s'est faite sous la pluie, mais de nombreuses personnes en ont quand même profité pour venir s'amuser, et après la fête, les voyageurs ont tronqué leur tente pour la chaleur du camp de Gédéon. Le jour 4 de l'expédition était le plus difficile pour les voyageurs, avec 3 portages à faire avant d'arriver à Notre-Dame-du-Nord, où, encore là, des dizaines de personnes les attendaient. Monsieur le curé Chauvin, vêtu de sa soutane, en a profité pour bénir les voyageurs et leur souhaiter la meilleure des routes pour la fin de leur périple. Un souper des légendes et de l'humour était au rendez-vous de cette soirée. Alors, je suis en compagnie des voyageurs. Si vous pouvez vous nommer, vous avez tous des petits noms, des noms de personnages pour votre expédition. Moi, je suis le brûlot. Moi, je suis le renard. Moi, je suis le voyageur Rossignol. Je suis André Saint-Onge, le conteur. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, là, ça fait déjà plusieurs jours que vous êtes en Rabasca toute la journée. Il y a eu beaucoup de pluie. Qu'est-ce qui a été plus difficile, autant physiquement que moralement, jusqu'à date? Moi, à mon opinion, le soleil est la chose la plus difficile lorsqu'on avironne. Et puis, quand on a des nuages, c'est la condition parfaite pour avironner. La pluie, est-ce que ça vous a dérangé beaucoup? Non, la pluie était très bien parce que ça ne gardait pas trop chaud. Puis... Ça venait pas dangereux? Il n'y a pas eu d'éclairs ou... Bien, un des grands ennemis, évidemment, du canot, c'est le vent. Lorsqu'on avironne contre le vent, contre la vague, c'est là que ça demande un plus grand déploiement d'énergie. Et alors, il faut essayer de s'organiser pour ne pas avoir à avironner trop contre le vent. Là, ça a dû être assez exigeant. Est-ce qu'il y a eu des blessures ou des mal, probablement aussi les premiers jours? Donc, on a fait une compétition du tir au poignet et puis je pense que je m'ai cassé le bras, mais une coupe de rations et puis je me sens en bonne condition ce matin. Ah oui, des rations de rhum. C'est fait fort? Ben oui, c'est très fort. Les gens du pays sont des gens exceptionnels au niveau de la force physique. Vous rencontrez d'autres difficultés ou vous avez l'air de... Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. On a eu la chance de découvrir un riche patrimoine de lacs, de rivières et de forêts. C'est extraordinaire ce qu'on a ici comme patrimoine. Ça vaut la peine que ce soit ouvert à d'autres gens de l'extérieur de la région. Ça vaut la peine d'être vu. Parce que là, en plus, c'est ça, pendant votre expédition, vous avez aussi appris beaucoup de choses. Plusieurs... moi, j'ai eu la chance d'être dans le Rabasca. On apprend beaucoup sur la géographie, la géologie, tout ça. Donc, c'est... Qui en a fait le plus? Qui connaît le plus? Bien, c'est qu'un des buts de cette sortie-là, c'est vraiment une expédition de l'Association de canot camping du lac Témiscamingue. Mais aussi, on est convaincu que cette richesse dont le Rossignol mentionne, de lacs, de rivières, de beauté de la nature, ça pourrait être profitable au point de vue touristique. Et l'infrastructure qu'on vient de visiter, par exemple le musée des fossiles, c'est exactement ça. Des voyageurs, avec un forfait quelconque, descendent la route des fourrures et arrêtent dans les communautés et mettent à profit tout ce que les communautés riveraines ont à offrir aux touristes. Et ça, je pense que dans l'avenir, ça va être quelque chose d'intéressant à exploiter. Ça serait quand même quelque chose de select un peu, c'est quand même pas accessible à tout le monde, où il y aurait des guides? Bien, nous avons cette clientèle-là qui vient soit du Québec, soit d'Europe, qui recherche à vraiment connaître la nature, connaître le pays, mais il faut qu'on leur agrémente quelque chose où ils peuvent apprendre et vraiment saisir la réalité d'une communauté. Et c'est à travers l'infrastructure touristique déjà établie que peut se greffer des tournées de voyageurs. Vous voulez réaliser ça pour quand? C'est un projet comme ça que vous avez? Non, c'est pas vraiment un projet qu'on a, mais on est capable de montrer que si jamais des pourvoyeurs ou des gens dans les communautés veulent développer ça, nous autres, on dit oui, il y a un potentiel. Donc, c'est de lancer l'idée, là. Oui.
Oui, puis en plus du riche patrimoine de ressources naturelles, il y a également, on a été vraiment touchés, nous, par les accueils. À chaque endroit, que ce soit à Relais, Rimini, Anglier, et ici, surtout à Notre-Dame-du-Nord, on a été vraiment bien accueillis. Puis chacun avait sa particularité, mais dans chacun des cas, il y avait beaucoup de chaleur, puis on a ressenti ça dans l'accueil. Alors déjà, on a vraiment là, un endroit là, qui va encourager d'autres gens à venir. En tout cas, là, je sais pas, même le spectacle, c'est super intéressant, puis vous êtes une belle gang, très sympathique. Au moment d'enregistrer ce bulletin, les voyageurs partaient de Notre-Dame-du-Nord pour Sutton Bay. Ensuite, leur voyage les portera vers New Liskeard, Haileybury, pour finalement se terminer, le 26 juillet prochain, au rendez-vous des voyageurs, au lieu historique national du Canada du fort Témiscamingue au Bas-de-Juan. La population est invitée à venir les accueillir dès 13h30 et à venir participer aux différentes activités organisées pour l'occasion au fort Témiscamingue, dont des ateliers de bricolage pour enfants, une randonnée en Rabasca, des légendes et le défi des voyageurs. Apportez votre pique-nique et dès 18h, vous pourrez manger avec les voyageurs à leur campement. La compagnie qui fait la promotion du projet de dépotoir Bonsoir et bienvenue à votre bulletin d'information hebdomadaire Info6-NDN, édition du 29 juillet 2003. L'Association des canots camping du lac Témiscamingue a finalement terminé son expédition en Rabasca le samedi 26 juillet au lieu historique national du Canada du fort Témiscamingue au Bas-de-Juan. Les deux Rabascas étaient partis le 17 juillet à la hauteur des terres, à Arnfield, pour faire connaître et reconnaître la route des fourrures qu'empruntaient autrefois nos ancêtres. Il aura fallu 9 mois de travail aux voyageurs pour arriver à ce résultat. Près de 1000 personnes ont pu voir le spectacle donné par les voyageurs aux différents endroits où ils se sont arrêtés. Dès 13h30, le 26 juillet, plusieurs activités pour enfants et adultes étaient organisées au fort Témiscamingue. Des jeux interactifs avec les voyageurs, des chansons, des légendes et le spectacle en tant que tel ont meublé la journée et la soirée. La fête s'est terminée avec un feu de camp vers 10h30, 11h. Le spectacle a été tellement apprécié qu'on leur a demandé de le présenter à Toronto. L'équipe n'a pas encore rendu sa décision. Bien que les voyageurs aient adoré l'expérience, la même randonnée ne sera pas répétée l'an prochain, mais peut-être dans 2 ans. Pour l'an prochain, les voyageurs projettent de remonter le trajet d'Iberville avec un seul Rabasca, en passant par la Rivière-Blanche et quelques lacs du côté ontarien pour rejoindre le lac Opasatika et la hauteur des terres. Cette expédition permettrait encore une fois de rétablir le trajet historique. Bonsoir, Louis Divert. Bonsoir. Alors, tu es un des 6 qui a fait toute la randonnée au complet, donc à partir du Haut-des-Terres jusqu'à Fort-Témiscamingue aujourd'hui. Tes impressions après ce 10 jours de voyage-là? Bien, pour moi, c'était une expérience pas mal unique du côté personnel et aussi du côté historique. On a revécu une histoire qui s'est passée dans notre pays et puis, après l'avoir vécu à notre manière, ça nous fait comprendre comment les vrais voyageurs qui ont passé ici, il y a 200 et 300 ans passés, avaient pu voir le pays, peut-être pour la première fois, qu'est-ce qu'il y avait là, la beauté de notre paysage dans notre coin, et aussi l'endurance qu'avaient ces gens-là, parce que nous autres, on a fait dans 10 jours, qu'est-ce que les voyageurs faisaient dans à peu près 4 jours. Alors, on sait que notre endurance est presque au bout. Ce soir, on est arrivé au fort Témiscamingue, on vient de faire notre dernier spectacle, parce que c'était aussi 2 volets. On vivait l'expérience de faire ce trajet-là, mais arrivé au village qui nous accueillait, on prenait des forces un peu, on trouvait du jeu en 4 parts, et puis on faisait un genre de spectacle qui était, j'espère, éducatif en même temps que on faisait rire le monde et on avait bien du fun. C'était quoi un peu la préparation, par exemple, pour ton rôle? Est-ce que tu as fouillé un peu l'historique? Ou...
Mon rôle, ça fait à peu près 8 ans que je le joue. Loup d'hiver, c'est un ancien voyageur qui s'est écœuré de la compagnie et puis qui est devenu coureur des bois. Il y a une longue histoire derrière ce personnage-là, que j'ai fait des recherches, et puis j'ai pris un petit peu des recherches que j'ai prises et un petit peu de qu'est-ce que je sais de certains de mes ancêtres. Je mélange ça ensemble, et puis c'est là où est né Loup d'hiver. Ouais, parce que c'est ça, c'est vous campez vraiment votre personnage. Vous étiez dans votre personnage du début de la journée jusqu'à la fin, puis c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, pour les gens. Ce qui arrive, c'est... Et puis les autres voyageurs, il y en a certains qui disent la même chose. Une fois que tu mets ton costume, et puis qu'est-ce qui t'identifie comme voyageur, que ce soit ta tuque, ta ceinture fléchée, ta chemise à grand collet, ils deviennent le personnage qu'ils ont adapté. Il y en a certains d'entre nous que ça fait depuis 1991 ou 92 qu'ils vivent avec le personnage. Et puis c'est seulement quand on est dans un environnement comme celui-ci ou celle du canotage qu'on peut vraiment laisser sortir ce personnage-là. Autrement, dans le monde d'aujourd'hui, il ne serait pas acceptable. Et là, bon, ça fait une dizaine de jours que vous êtes tous ensemble. Même si vous êtes content de retrouver le confort, ça doit faire un peu bizarre de retourner à la maison, d'être seul, de lâcher cette gang-là. Bien, c'est ça, ça fait comme un petit peu de déchirement parce que c'est certain qu'on a vécu des choses et puis il y a une certaine fraternité qui s'est formée. Il y avait dans mon canot des gens que je connaissais depuis longtemps et aussi des gens que j'ai rencontrés juste dernièrement. Alors, je suis content de revenir à la maison. Je suis content d'une certaine manière de reprendre la vie normale, si on peut appeler ça, mais ça me fait de la peine de laisser le groupe. Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées plus difficiles, plus faciles, qui seraient à changer? Bien, pour moi, personnellement, il faut avouer que je n'étais pas dans le même état physique que le restant de la gang. Et puis, je suis d'une certaine âge, comme on dit. Alors, je le savais que j'étais pas de m'arracher un peu. Et puis, la première journée, je n'étais pas à l'égalité des autres. La deuxième journée, j'en ai repris. Je pense par la troisième, je suivais assez bien dans le canot et la cadence. Et puis, la cadence était assez rapide, comme tu as vu quand tu étais dans notre canot. Et puis une fois la cadence prise, il faut la garder. Et puis, du côté physique, ça a été ça, et aussi le portage. Porter un canot qui pèse 350 livres pour à peu près 1 kilomètre. Sinueux en plus, là. C'est ça. Et puis, toi, tu connais le paysage dans lequel on a transporté ce canot-là. Maintenant, on remet vraiment dans le passé, et puis nous autres, on était 10 qui le portaient. Dans le temps, il y avait peut-être été 4 ou 5, et puis les fardeaux auraient été beaucoup plus lourds parce qu'il y avait presque 1,5 tonne de marchandises dans le canot. Alors, imaginez-vous ça, dans le pot des gars qui l'ont vraiment vécu il y a quelques siècles passés, porter le canot à 4 ou 6, et aussi presque au-dessus d'1 tonne de marchandises, c'est presque impensable parce que nous autres, on sait qu'on on poussait en faisant ça. Alors, c'était toute une expérience. On pourrait en parler de toutes sortes de différents aspects. Et puis, c'est certain, on fait une rencontre. Là, on se laisse ce soir. Dans quelques semaines, les gens vont se rassembler. On va faire, je peux excuser l'expression anglaise, un wrap-up de tout ça. Et puis, c'est certain et j'espère qu'à ce temps-là, il va y avoir des photos qui vont être revenues. Et puis, c'est certain que tous les gars qui ont vécu ça, chaque fois qu'on va se rencontrer, là, il y a certainement quelque chose. En tout cas, bravo, c'est une belle randonnée, puis on vous souhaite de refaire une expérience comme ça une autre fois. Merci.
fis monter derrière moi sur ma selle. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. La fis monter derrière moi sur ma selle. La fis monter derrière moi sur ma selle. Au bout de 100 lieues, elle me demandit à boire. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Au bout de 100 lieues, elle me demandit à boire. Au bout de 100 lieues, elle me demandit à boire. Je l'amenai auprès d'une fontaine. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Je l'amenai auprès d'une fontaine. Je l'amenai auprès d'une fontaine. Lorsqu'elle fut là, elle ne voulut point boire. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Lorsqu'elle fut là, elle ne voulut point boire. Lorsqu'elle fut là, elle ne voulut point boire. Je l'amenai au logis de son père. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Je l'amenai au logis de son père. Je l'amenai au logis de son père. Lorsqu'elle fut là, elle buvait à plein verre. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène. De son père et de sa mère. Et à la santé de vous tous mes frères et sœurs. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais vous présenter les membres de l'association de canot-camping du lac Témiscamingue qui ont eu une idée folle de vivre la vie du voyageur en partant de la hauteur des terres depuis le 17 juillet jusqu'à aujourd'hui à Fort Témiscamingue. L'idée est venue d'un rêveur qui labourait son champ, le compteur. Il est venu voir un jour le Grand Sec, qui est maintenant sec, il est plus tout trempe. On s'est assis, puis on a pondu un projet, puis on s'est promené, on a visité des localités, et on a été reçus comme des rois. Alors le voyageur, à part que l'emmener la marchandise et les fourrures, avait aussi du courrier. Il nous reste une lettre à lire, celle de Ville-Marie. Alors pour vous montrer comment on faisait ça, on va la lire. Merci. Alors, Ville-Marie, mercredi le 23 juillet 2003, chers dirigeants de Fort Témiscamingue, nous attendons avec impatience l'arrivée des voyageurs prévus pour demain à la plage municipale de la bourgade de Ville-Marie. Aujourd'hui, la température est plutôt maussade. J'espère que le temps sera plus clément pour les recevoir, malheureusement. Les participants ne tiennent plus en place car ils ont la chance d'être les invités d'honneur pour le temps d'une pipée. Ils sont au nombre de 6. Le but du projet est de développer leurs qualités personnelles et leurs compétences professionnelles, ce, tout en acquérant une expérience de service communautaire. Ce projet s'étale sur une durée de 9 mois et vise le retour à l'école ou sur le marché du travail des participants et participantes. Bien à vous, Guylaine Brassard, la coordonnatrice du projet Mural. Les gens se demandent souvent, c'est quoi un voyageur, c'est quoi un coureur des bois? On mélange de tout. Mais j'ai un compteur qui va vous expliquer ça. À toi, compteur. Ah oui, compteur, t'es capable! Oui, pas trop confiant. Vas-y! Faut dicter-les. Il y a une grosse tache en dessous de tes fesses. Il y a une grosse tache cachée derrière ta scène. Bonsoir. Dans la traite des fourrures, je vais prendre... Hey! T'as pas dit bonsoir aux personnes importantes? Bonsoir, Jean du pays. Alors, dans la traite des fourrures, je vais prendre 5 mots de vocabulaire et je vais essayer de les étirer un petit peu pour les expliquer afin que vous saisissiez un petit peu notre rôle. Je vais prendre le terme coureur de bois, voyageur hivernant, dans un premier temps. Vous avez souvent entendu parler que Radisson des Groseilliers était des coureurs de bois. En effet, le coureur de bois, d'habitude, c'était un jeune homme
qui avait vu arriver à Montréal de nombreux ballots de fourrure et avait vu également que les propriétaires faisaient passablement d'argent. Alors, un rêve leur vient d'eux aussi partir. Donc, ce jeune homme se trouve un camarade, s'achète du matériel de traite, des hachettes, des laitons, des hameçons, des perles, des ciseaux à glace, s'est empaqueté et hop, pour les pays d'en haut. Aussi vite que ça. Et là, dans les pays d'en haut, et ça, c'est nos régions ici, ils troquent, c'est-à-dire échange direct avec l'Amérindien. Et attention, les plus belles peaux. Et ce coureur de bois, donc, a parti très vite, sans permis de traite, sans congé de traite. C'est-à-dire qu'il fonctionne, il traite, il troque dans l'illégalité. C'est ça, un coureur de bois. Le coureur de bois travaille pour son propre compte. Et ça, on rencontre ça à toutes les époques, en fin de compte. OK? Le voyageur, lui, c'est très différent. Le voyageur, c'est un engagé auprès d'une compagnie de fourrure, soit la compagnie du Nord-Ouest, la compagnie XY, la compagnie de la baie du Thon, et peut-être même la compagnie du Nord. Et il s'engage devant notaire à des termes et conditions spécifiques, il signe son nom, et puis il accepte de transporter des ballots de marchandises manufacturées d'Europe jusque dans les postes de traite. Et une fois dans les postes de traite, il reprend les ballots, des gros ballots, comme ça, des gros ballots de fourrure, et puis il les rapporte à la Chine. Et cette fourrure-là s'en va sur le marché européen où on fait des manteaux, mais surtout les fameux chapeaux dont monsieur porte actuellement. Et plus haut, monsieur, est ton chapeau, plus que tu es une personnalité respectable. Donc, monsieur a un haut chapeau, donc il était un homme très respectable. C'est ça, le voyageur. Et si on le compare à nos jours, c'est exactement le camionneur à gage pour une compagnie de transport. Il n'est pas propriétaire du camion, il n'est pas propriétaire de la remorque, il n'est pas propriétaire de la charge qu'il transporte. Mais il part, il peut aller chercher du bois de construction en Abitibi, et hop, le lendemain matin, on le retrouve à Détroit. Puis il revient aussi vite. C'est ça, le voyageur. Et il est à contrat, il n'appartient à rien, et c'est un salarié, comme le voyageur. C'est clair? Donc, j'ai distingué entre le coureur de bois qui travaille à son compte dans l'illégalité et le voyageur qui, lui, travaille à contrat pour une compagnie pour transporter. Il fait du va-et-vient, il avironne du soir au matin. C'est ça, sa tâche. Puis, à mesure que la traite des fourrures grandissait et qu'on se rendait loin dans l'ouest et au-delà du bassin de la mer du Thon, même dans le bassin de l'Arctique, vous prenez par exemple Fort Chipewyan, qui est à 2 saisons de transport de Montréal. Donc, les gens devaient demeurer en pays indien. De là vient le mot hivernant. Ils partaient de Montréal, montaient à Fort William, et puis de là, ils s'engageaient pendant 1, 2, 3 saisons à hiverner en pays indien, à des postes, soit à faire du commerce à un poste, soit avironner lorsqu'ils revenaient. Donc, ils hivernaient. C'était un hivernant pour les compagnies. Le salaire était également un petit peu plus élevé. Alors, voici que j'ai distingué 3 personnages très importants dans la traite des fourrures. Puis, 2 autres termes, et j'arrête là-dessus. Ah, il n'y a pas de temps. La fourrure abondante qu'on collectionnait dans les postes et qu'on emballait, c'était le castor. C'est sûr, il y avait le renard, la marque, le loup, le lynx et charrette. Mais le castor a été toujours très recherché par les compagnies de feutres en Europe pour faire ces fameux chapeaux de castor. Or, il faut distinguer entre 2 sortes de peaux de castor. Le castor gras et le castor sec. Et pour moi, quand j'ai découvert ça, monsieur, c'était une révélation. Parce que j'avais vu souvent mon père attraper des castors, tu les attrapes, tu coupes en dessous, c'est la fourrure ouverte, et puis tu mets des clous sur une feuille ou tu les enroules autour d'une feuille, d'une branche, tu les laisses sécher. Ça, c'est un castor sec. Vous le savez, castor sec. Alors, le castor gras, lui, c'est totalement différent. Je me dépêche, le castor gras, les Indiens, à faire des castors, renversent la fourrure sur leur peau
et la porte longtemps. Donc, le poil de garde sur le castor, le poil du castor, il y a deux sortes de poils. Le grand poil et le petit poil. Le grand poil, lui, tombe, le petit poil, c'est cuvé. C'est le petit poil, surtout, qu'on sert pour faire le fun. Donc, l'Indien, les Indiennes et les enfants portaient le castor. Les castors qu'ils attrapaient sur leur peau. La graisse du corps, pendant plusieurs mois, faisait dégager les longs poils de garde. Et puis, ça faisait une fourrure excellente pour les cuisiniers. Ça avait une grande valeur. Les Amérindiens, quand ils placé, ils n'en revenaient pas de se faire acheter de la fourrure, selon eux autres, de si mauvaise qualité. Et c'était ça, le castor gras. Castor sec, c'est tout ce qu'on voit dans nos régions. Quand vous voyez un castor, c'est un castor sec. Je ne parle pas que les femmes dans nos régions portent du castor, pas beaucoup de castor. Et encore moins les demoiselles. Merci. On a, à Ville-Marie, jeudi, lorsqu'on a présenté on a fait notre présentation, on a eu la chance d'avoir M. Curé qui est venu nous parler, puis le premier habitant de Ville-Marie, James Kelly. Et comme j'avais dit à ce moment-là, sauf qu'on les a pas, mais on a un sanglier dans notre groupe. Il va vous parler pourquoi il s'appelle le sanglier. Ah, M. Sanglier. Eh oui, messieurs, Jean Dufort, et oui, mesdames, belles créatures, dont je vois dans vos yeux tout l'amour qui brûle et dort. Moi, j'ai environné pendant des semaines, et mon cœur est presque sec comme du bois mort. Il ne faudrait qu'une étincelle de vos yeux, ou un geste malicieux, pour que je me réveille et que je m'emporte en plus. Mais c'est une autre histoire. Je suis un sanglier d'Ardennes, mesdames et messieurs. Oh, on va oublier les messieurs, ça vaut même plus la peine d'en parler. Je suis un sanglier qui vient d'Ardennes, pays d'Europe où il y a des forêts immenses, des ruisseaux merveilleux et de la boue tant qu'on en veut. Mais voilà, il y a toujours des batailles et des guerres, alors j'ai été forcé de fuir. Et j'ai choisi de m'embarquer sur un bateau qui s'en allait en pays étranger. C'était un bateau agréable dès le départ, mais je me suis rendu compte qu'après peu de temps, que ce n'était pas la place d'un animal comme moi qui aimait la crasse, la boue et les espaces libres. J'ai trouvé ça très petit, je me suis rebellé et on m'a enfermé à fond de cale. J'étais pris comme un rat au milieu de tout un barda. Il y avait là des couvertures, des morceaux de fer et tout un embrouillamini de choses qui venaient des manufactures d'Europe et qui s'en allaient je ne sais où. Après un temps fou à ramer parmi tangage et roulis, remous et autres tempêtes, je suis arrivé quelque part. Mais je vois déjà que vous vous perdez, vous ne savez plus où j'en suis, et j'aurais besoin pour ça d'avoir quelques enfants pour m'aider à vous expliquer le tout. J'en aurais besoin de 3, mais je laisse au grand sexe le choix, car moi compter est très compliqué. 1, 2, 2,5. 2,5. Oh, grand sec, aide-moi, tu le sais bien que je n'y connais rien dans tous ces chiffres. 2, 2,5, 3. Ah, en voilà 3. 1,5, 2, 2,5, 3. Bon, ben, on va asseoir ici un enfant. Un autre. Oh. On va faire ici un tas d'enfants. Venez les enfants qui sont de moi, je les ai peut-être laissés l'automne dernier, alors profitons-en, nous allons faire connaissance. Il m'en faudrait un petit tas ici, un autre petit tas ici, et un autre enfin dans ce coin tout rabougé. Installez-vous mes amis, ça ne sera pas trop long. Vous aurez les fesses trempes, mais ça, ce n'est pas de notre faute. Ainsi donc, je suis ici en Europe, et me voici embarqué sur mon mot petit rafio vers un endroit que je ne connaissais pas. C'est un endroit, paraît-il, merveilleux, où il fait soleil tout le temps et jamais il ne pleut. Ce ne doit pas être le fort, je peux vous le garantir. Nous arrivons ici et nous déchargeons une partie de la marchandise et nous embarquons à bord, et je vous préviens, je suis toujours à fond de cale, attaché comme un animal, et on me propose de faire un peu de place, car il faut en charger d'autres choses. Certes, on a éliminé quelques couvertures, je me demande bien pourquoi faire, car la température était vraiment très élevée dans cette région. On a éliminé quelques marchandises, et nous avons rempli des tonneaux, mes amis. Des tonneaux remplis de sucre et de rhum. Oh! Et ça, c'était une bénédiction pour moi, car j'étais de surcroît complètement écrasé par tout ce surcroît de poids. J'ai pris mon petit couteau et j'ai fait un trou. Le bateau a continué à voguer parmi les remous, mais je ne me souciais guère du tangage et du roulis, car
choses qui font mon cœur me maladie. J'ai bu tant que j'ai pu et j'en ai oublié le moment de l'arrivée. Nous étions dans un pays nommé le Canada, un endroit où il fait agréable, où il y a des forêts, et j'ai entendu nommer où il y a aussi de la boue. Je me suis dit que nenni, je ne retournerai pas en Europe sur mon bateau. Il me faut fuir à tout prix, il me faut me sauver maintenant. Je suis allé le plus vite possible dans une ville qui s'appelait, si je me souviens, Ville-Marie. Vous connaissez certainement cet endroit. Il n'est absolument pas proche d'ici. Il est au pied d'une montagne qui s'appelle le Mont-Royal. En cet endroit, j'ai rencontré un monsieur bien adroit qui m'a dit, si tu as des ennuis, je suis celui qu'il te faut. Et si tu veux te cacher, je peux t'engager. Je me suis dit, voilà qui est intéressant. Cet homme peut me prévenir de tout danger. Je vais l'accompagner. Il m'invite donc et me présente un document sur lequel il est intitulé en haut 3 lettres que je ne peux lire, mais qu'il me lit agréablement. Il me dit, ne t'inquiète pas, ceci appartient à HBC. Je m'inquiète, qu'est-ce que cela? Il me dit, rien de tout, mon pauvre animal, ce n'est que la compagnie des haches bien coupantes. Sorti dans des bois, je me suis dit, voilà qui va faire un élément de choix. Je vais me retrouver en forêt et m'amuser tant que je peux. Et c'est ainsi, pauvres amis, mais de pauvres créatures, ayez pitié de moi, je vous en supplie. Je me suis retrouvé engagé pour 5 ans pour la compagnie HBC, dont j'ai appris plus tard que c'était la Hudson Bay Company, qui voulait que j'avironne du matin au soir dans un canot vers des destinations inconnues. J'ai souffert le martyre, j'ai vu des maringouins plus gros que nature, j'ai vu des mouches noires qui m'ont fait la vie dure, mais j'ai appris plein de choses, et en particulier sur la traite des fourrures. Mais je ne peux pas tout vous raconter, il y a quelqu'un de mieux qualifié que cela pour vous présenter le tout, et ma foi, je pense qu'il sera très vite présent. Merci les enfants. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis James Cameron. Enchanté d'être avec vous ce soir. Comme vous savez, Cameron nous sommes pas très origine canadienne-française, puisque je suis écossais. Alors, je me suis engagé pour la compagnie de la Baie du Son, voilà maintenant 5 ans, et j'ai commencé ici à Fort-Témiscamingue à titre de commis. Voilà 3 ans déjà, j'ai été promu à titre de chef de poste. Et les voyageurs que vous voyez ici m'ont emmené du fort Abitibi jusqu'ici à Fort-Témiscamingue. Enfin, nous avons complété notre route, puisque je devais m'acquitter de la tâche de ma tournée d'inspection, puisque je suis aussi chef du district du Témiscamingue. Alors maintenant, ce que je vous demande, c'est de retourner dans le passé et de vous imaginer au magasin du poste de traite de Fort-Témiscamingue. Il y a des créatures. Oh oui, oh oui. Des créatures blanches. Maudit, ça fait longtemps. Décidément, nous divers, vous ne changez jamais. Oh, regardez. Comment ça va, mon
vieillissant, j'ai arrêté de compter. Ah, vous savez, l'année a été très difficile. Nous avons eu des poux. J'ai été obligé de me couper les cheveux, passer le peigne. Mais ça ne fonctionne pas, j'en ai encore. Oh. Ça n'a pas changé les choses avec la compagnie. Oh non, ils n'ont pas changé trop. Bon, le magasin est en mode. J'ai bien quelques marchandises à échanger. Et j'attends les voyageurs. Vous avez du rhum? Oh, oui, j'ai du Vous rhum. avez du rhum, mon ami? J'ai toujours du rhum. Oui, oui. Et tu connais mon beau-père, Gabriel? Oh oui, on s'est rencontrés, je crois. Gabriel des Deux Toits, dit la liberté. À la hauteur des terres, sa famille habite la deuxième montagne et la troisième rivière. Oh oui, la fois où nous avons bu du rhum. Oui, on a discuté maintenant. Et voilà, mon cher. Oh, ça fait longtemps. C'est correct, commence avec ça. On attend notre ami, là. C'est pas le torchon, là. Alors, très grand, la bonne compagnie. Pas la compagnie de Bédisson. Non, la bonne compagnie. La bonne compagnie. Et santé. À nous. Ça petite Jamaïque. Comment vous dites déjà? Mais pas tirer des verres. C'est ça? C'est pas tirer des verres. Un autre petit? Un autre? Non. Loup d'hiver. Ah, mais c'est moi. Ça fait longtemps que Loup d'hiver et Gabriel sont arrivés? Oh non, ça fait pas très longtemps. Ils viennent tout simplement d'arriver. Mon ami, M. Ken. Bon, l'hiver était bon, Loup d'hiver? Ça va bien. L'hiver était très froid. Vous savez, M. Cameron, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les hivers froids, ça veut dire que les fourrures sont épaisses, lustrées. Je l'espère. Est-ce que tu as eu beaucoup de castors gras? J'en ai 130 dans mon canot. Porté par toi et ta famille? Pour moi, ça ne serait pas la même chose, mais certainement Gabriel et ma femme et mes enfants, toute la famille nous ont portés. Bon, nous avons le temps de regarder ces fourrures, mais avant, est-ce que tu as servi ce monsieur? Oh non, nous n'avons pas bu encore. Vous n'avez pas bu? Bon. On a soif. Oui, c'est le temps de prendre le rhum. Oui. Monsieur Cameron? Oui. Ron peut aider un petit peu les affaires, hein? Oh non. Oh, ben à la santé de l'honorable compagnie de la baie du son. Oui. Et aussi, les queens. Santé. À la reine. La reine. La reine, les reines, ça, c'est comme des orignaux, mais c'est différent. Correct, t'as deux enfants. T'es chanceux de ne pas connaître ça. En fait, je suis allé porter un ballot à l'arrière. Ah, je me demandais où il était sorti. Il était déjà là. Oui, il y a un ballot à l'arrière et il y a le ballot ici, alors je... On va vous montrer ça, M. Cameron. Regardez-moi ça. Bon. Un petit castor sec. Ça, j'en ai à peu près 40. Pas mal. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, monsieur, vous avez de l'air à connaître ça. Bon, vous avez dit qu'il y a un autre ballot à inspecter en arrière? Oui, il y a un ballot qu'ils sont apportés tantôt. C'est sérieux, hein? On a Tout à fait, M. Cameron. Vous savez, vous pouvez toujours compter sur nous. On a de tout cette année. 130 castors gras, la meilleure qualité. Gabriel, allez, vite. C'est pour ça qu'on a des câbles, on laisse la tasse dessus. OK, vous trinquez à deux. Oui, je
Cameron? Il va falloir que je parle de votre femme algonquienne alors. Hein? Ouais, Mrs. Cameron? Oui, je vais en parler à Mrs. Cameron si vous me dénoncez à la compagnie. Moi, si je parle de votre femme, non, non. Hein? Non, non. Qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Vous voulez parler de cet algonquin que je fréquente? Tu comprends vite, hein? Bon, OK. Désolé, M. Cameron. Bon, Oliver, j'ai des belles marchandises à te... Oui, oui, on a vu ça. Là. Les nouveaux arrivages, regarde ici. Tabac du Brésil, meilleure qualité. Tabac du Brésil. Très, très bon, on en échange beaucoup cette année. Ça, c'est parce que vous n'avez plus de la Virginie. Ça pue, ça. Oh non, c'est très bon tabac, c'est très safe. Tu sais, les plaques que tu vois dans les traces à Rio des fois, là, même affaire que ça. Tu connais pas tout c'est la meilleure. La Virginie, c'est Regarde les couteaux, mes nouveaux couteaux. Meilleure qualité. Mieux que ceux de l'année passée, ça gèle en hiver et ça casse. Oliver, belle perle, Gabriel, pour Stéphane. Oui, ça, on pourrait s'en servir pour troquer. Ça, c'est certain. Bon. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Oui, tranquille. Laisse-moi le faire. J'ai besoin de 5 cornes à poudre. 5 cornes à poudre. 5 cornes à poudre. C'est beaucoup. Le piège, les pièges, comme celui que vous m'avez comme ceux-là. Il y en avait des... C'est pareil? Oui. Quel en faire? Alors, les pièges, la poudre, des pièges, j'en ai besoin de combien? 5 aussi. Pierre à fusil, une vingtaine. Le tabac, il n'est pas bien bon, mais... Je peux vous faire un carotte si vous préférez. OK, 2 carottes. 2 carottes? 2 carottes. N'as-tu du Virginie en arrière? Je pense qu'il m'en reste un. OK, ben. Mets le Virginie que t'as, puis je prendrai le restant en... OK, so une carotte Virginie et une carotte Brésil. OK. Et puis... combien de grammes? Avant. 5 gallons de rhum. 5 gallons de rhum. Eh oui. Tu exagères un petit peu, hein? Est-ce que tu sais comment froid que c'est à l'hiver là-bas, là, toi? Bon, est-ce que tu as déjà passé à l'hiver dans... Le mieux que je peux faire, c'est un demi-gallon de rhum. Non. Pas possible. Bon, j'ai compté les fourrures, je regarde ce que tu m'offres, la qualité qui est moyenne. Alors, ce que nous pouvons t'offrir, ça va être 2 poudres pour le fusil. Les pierres à fusil, combien tu as besoin? 20. Je t'en offre une quinzaine. 2 traps. Non, tes traps, tu m'as dit 5, ça va. Pour le tabac, je dois réduire la moitié. Hein? Sinon, je dois arriver à faire mon profit. Et pour le rhum, ce sera un demi-gallon. Ramasse, Gabriel, ramasse. Il y a un indépendant là, au deuxième chute, on va aller voir lui parce que... Vous m'avez compris, là. Tous les ans, c'est la même affaire. L'année passée, ou il y a 2 hivers, quand on est venu, avec le même montant de fourrure, tu nous as donné plus que qu'est-ce que je te demande cette année. L'hiver, va voir ce machin, je le connais. Avec ce que tu as, il n'arrivera pas à faire son profit. Bon, OK. Je peux t'offrir un peu. J'augmente 1 livre de tabac et je t'offre 1 gallon de rhum. 2. Comment? Rhum. 2 gallons de rhum. 2 gallons. L'hiver, je t'ai écouté, j'ai augmenté. Je crois que c'est le meilleur arrangement que tu peux avoir. C'est certain qu'au 3e chute, la langue ne va pas si bon, Gabriel. Hein? Ça te tente pas? Alors... Oui, parce que l'Amérique, cette année, on en a de la très bonne. Hein? Ça, on ne peut pas le discuter. Oh non, on va pas s'amuser. Santé. 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 Honorable compagnie. Et voilà, mes amis, comment loup d'hiver c'est encore fait. Enfile Wapé. Enfile Wapé, sans bominer. Trouvez le mot qui vous convient. Et les gars, on s'en va décharger les canaux qu'on va rejoindre tout à l'heure. Bonne idée. Gabriel, on va prendre un petit coup. Viens Ouais. Mais ne vous y trompez pas, mes amis, belle créature à la peau de velours. Il arrive
arrive parfois que ce ne soit pas toujours le même qui gagne. Cela change de tout. Il y a parfois celui qui apporte les fourrures qui gagne un peu. Il y a parfois celui qui les collecte qui fait de son mieux. Mais il y a une règle générale, la compagnie trouve ce compte. Elle finit par faire des profits et grâce à elle, nous, on vit. Nous sommes des voyageurs, nous dépendons d'elle, nous avons recours à elle pour nous enrichir également. Car n'oubliez pas que lorsqu'on travaille pour la compagnie HPC, les haches bien coupantes, nous sommes payés 3 fois le prix d'un engagé dans une ferme restée là-bas au pays. Alors ça nous intéresse de faire un coup d'argent. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux, nous découvrons des espaces immenses et des beaux yeux doux qui nous entourent ce soir. Et je suis sûr que plus tard dans la soirée, ils sauront se rapprocher de moi comme il se doit. Mais que voulez-vous? Pour arriver à cela, il faut souffrir un peu, car se promener toute la journée en canot, en avironnant encore et encore, il faut aussi franchir des obstacles insurmontables qui ne sont pas de l'eau. Et pour cela, il faut faire des portages. Et le portage pour un voyageur, c'est ce qui lui fait le plus peur. Mais nous avons Monsieur Hibou qui va vous dire tout. Ah! Méfiez-vous de sanglier. 2, 3 rondes, mesdemoiselles, et ça lui monte aux mains. Ah oui. Heureusement, tu m'as épargné. J'avais cru comprendre de loin. Oh! La pire chose qui pouvait nous arriver, ce n'est pas que avironner toute la journée. La pire chose qui nous arrive dans... Engagez-vous, qui disait, dans notre travail, c'est les portages. De me transporter de ces ballots calamités de bout de crème de... On marche tout courbé toute la journée. Savez-vous ce que c'est d'endurer, marcher courbé toute la journée? Il y en a qui voient gros, il y en a qui mènent pas large, il y en a qui se défoncent. Hey, mais c'est notre ami Bruno. Regardez, là, un ballot, comment il porte sur son front. Bruno! Oui. Ça va? Ça va très bien. On lui en met 1, 2 comme ça, un autre. Toi, Bruno. Bruno. Combien tu peux l'emporter? Dis. Mais sur ton dos. Ah! Tu sais, je suis responsable d'au moins 6 ballots. Oui, on est... Ah oui, maintenant! Oh! Hey, attention au feu! Hey, aidez-lui, ça n'a pas de bon sens, là. Vous avez vu, là? Avez-vous une idée de combien pèse le ballot? Je sais qu'il y en a qui le savent, ils connaissent ça. 90 kilos? Livres? Ah, tu parles en livres, toi? Alors, c'est ça, il y en a, c'est 90 livres, il a raison, 41 kilos chacun. Vous avez vu, là? Tout indiqué ce que ça contient. Alors, il y avait quand on a partagé à la tribu des Hydro-Québécois, on est obligé de passer 3 de barrages. Ah, moi, j'aime pas ça, faire des portages. Tu le sais bien trop. Et moi, là, transporter des affaires 2, 3 fois, je pense pas. T'as raison. Moi, 5, 6 ballots, c'est le même que je vais. 5, 6 ballots. Tu en mets pas mal. Ouais. Moi, je te dirais que 5-6 ballots, là, à la fin de la journée, je sais pas si c'est l'âge, mais je sais que... Mais, tu t'en rappelles, en haut, des rapides, quand j'en ai porté 8? J'ai connu Chief Solomon, du Mistassini, le voyageur, là, il portait, oui. Mais toi, je t'ai jamais vu. C'est vrai, c'était seulement 6. Mais, 5 ballots. 5 ballots. Mais pourquoi diable portes-tu 5 ballots? Espèce de... Savez-vous pourquoi il en portait 5? C'est pour avoir des lampées de rhum. Parce que passer 2 ballots, ça c'était obligatoire, mais 3, 4, 5... Vous m'avez vu hier, 5 ballots. Ouais, mais pas longtemps. Pas longtemps. Moi, vous dire franchement, quand j'en porte 5, là, je m'aperçois à la fin de la journée
que la raideur change de place. Eh oui. Ah oui, la raideur change de place. Mais peut-être que toi aussi, tu devrais changer de place. Ah ben, bien mon ami, je te laisse la place. Mais en quittant, j'aimerais bien te demander, avec tout le respect que je te dois. Oh, j'en suis sûr. J'admire ton sanglier. Mais aimerais-tu, toi, avoir une tête de cheval au lieu? Oh, mais certainement, un voyageur a toujours faim. Une tête de cheval pour déjeuner, rien ne me ferait plus plaisir. Oui, j'aimerais ça. Absolument. Afin de me remplir. Ah, afin de te remplir, pas pour la manger. Je te parle sur les épaules. Aimerais-tu avoir une tête de cheval? Non, oui ou non? Évidemment que non. Car ta tête de